La Cour européenne des droits de l'homme est l'organe chargé de veiller au respect de la Convention européenne des droits de l'homme, un traité qui a été adopté dans le cadre du Conseil de l'Europe, qui est une organisation internationale qui regroupe aujourd'hui 47 États membres. La Convention européenne des droits de l'homme protège un certain nombre de droits fondamentaux, notamment les libertés qu'on appelle civiles et politiques. Et l'organe qui est chargé de veiller justement au respect de ce texte, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme a commencé avec une activité relativement posée, relativement lente. Elle a rendu les premières années que quelques arrêts. Mais à partir du milieu des années 1990, en revanche, la Cour a vu son activité se développer. Et au cours de certaines années, elle a atteint des chiffres tels que 1500, 1600 arrêts rendus, ce qui représente un nombre considérable de décisions judiciaires. Dans ces décisions et dans ces arrêts, il arrive à la Cour fréquemment de condamner les États en jugeant qu'ils n'ont pas respecté l'un ou l'autre des droits qui sont garantis dans la Convention. Et ce qui est intéressant de constater, c'est qu'au fil du temps, la Cour, alors même que la Convention européenne des droits de l'homme avait été pensée comme un instrument subsidiaire, la Cour a en réalité adopté un rôle de locomotive en Europe, et elle se trouve aujourd'hui à des années-lumière devant les cours suprêmes nationales. C'est véritablement elle qui est à la pointe du progrès en matière de protection des droits de l'homme. Et pendant longtemps, ce rôle, pourtant initialement un peu contre nature, n'a pas véritablement suscité d'opposition de principe. Il y a bien évidemment eu un certain nombre d'arrêts qui ont fâché les États concernés. La Suisse a été très énervée par certains arrêts de la Cour, le Royaume-Uni aussi. Mais il n'y avait pas de cristallisation de cette, entre guillemets, mauvaise humeur. Et les choses ont commencé à changer à partir des années 2000, et on a commencé à voir apparaître des critiques, non pas dirigées contre telle ou telle décision jugée par hypothèse peu judicieuse, mais contre la Cour elle-même, voire même contre le système de la Convention. On a vu des juges nationaux, notamment britanniques, critiquer très durement la Cour européenne des droits de l'homme, en disant qu'on serait mieux sans elle. On a vu certains États, par exemple la Russie, décréter que leur constitution nationale serait supérieure aux arrêts rendus par la Cour, ce qui est contraire au système qui veut que le droit international prime sur le droit interne. On a vu aussi, du côté britannique, de nouveau, des déclarations politiques laissant entendre que le Royaume-Uni allait sortir de la Convention, menaçant de quitter le système de la Convention, avec un effet boule de neige, évidemment, si un État commence à sortir parce qu'il n'est pas content, un effet boule de neige qu'il est difficile de prévoir à l'avance. Et la Cour se retrouve donc aujourd'hui dans un climat que je crois qu'on peut honnêtement décrire comme défavorable, à défaut de style qui est peut-être un petit peu trop fort. C'est un climat qui a trouvé d'une certaine manière langue dans un des protocoles qui révisera le texte de la Convention, qui n'est pas encore en vigueur, mais qui est le protocole numéro 15, parce que ce protocole vise à modifier le préambule de la Convention en disant très nettement que la Convention est subsidiaire et que les États doivent disposer d'une marge nationale d'appréciation, ce qui sont deux façons de dire à la Cour qu'elle doit freiner, qu'elle doit reculer, qu'elle doit retrouver, si on veut, son rôle initial et ne plus condamner sans cesse les États en faisant évoluer le texte de la Convention de manière toujours plus stricte et toujours plus sévère. Alors à partir de là, la question qui se pose est de savoir si la Cour va entendre ces critiques, si la Cour entend ces critiques, si elle les entend, si elle décide d'en tenir compte, et si elle décide d'en tenir compte, comment elle pourrait en tenir compte. Évidemment, ça présuppose que la Cour ait une espèce de personnalité propre, ce qui n'est pas le cas. La Cour dispose d'un juge par État contractant, soit 47 juges. Les compositions de la Cour sont aléatoires, ce qui fait qu'on ne peut pas prédire, comme pour la Cour suprême américaine par exemple, que vous avez toujours les 9 mêmes personnes. Là, vous pouvez avoir des juges différents qui composent, par exemple, la grande chambre de la Cour. Donc, c'est pas évident que la Cour puisse se positionner comme ça de manière claire et de manière univoque en réponse aux critiques. Mais il y a un certain nombre d'affaires qui laissent entendre que la Cour entend les critiques, et la principale et la plus emblématique, c'est un arrêt qui concerne l'Italie et la présence de crucifix dans les salles de classe. Il se trouve qu'au sein de la Cour européenne des droits de l'homme, vous avez deux instances. D'abord, vous avez les chambres, et puis, dans certains cas, vous pouvez faire appel à une grande chambre. Et dans l'affaire Laozzi, cette fameuse affaire sur les crucifix, la Chambre avait condamné l'Italie à cause de la présence de ces crucifix dans la salle de classe, en estimant que la présence de crucifix était contraire à la liberté de croyance et au droit d'instruction des parents, à l'unanimité.
7 juges contre 0. Il y a ensuite eu un tollé assez général dans les États membres du Conseil de l'Europe. L'affaire a été portée dans la Grande Chambre, et la Grande Chambre, par 15 voix contre 2, donc on a un retournement complet de la situation, a jugé que non, les crucifix étaient parfaitement conformes à la Convention européenne des droits de l'homme, et a donc exonéré l'Italie. Et ce qui est intéressant, c'est que pour arriver à cette conclusion, la Cour a abaissé, si vous voulez, le seuil matériel de protection en disant finalement la limite que les États ne doivent pas franchir à l'école, c'est l'endoctrinement. La Convention interdit simplement l'endoctrinement des élèves, mais elle permet toute une série de comportements à connotation religieuse tant qu'on n'atteint pas ce stade d'endoctrinement. Alors, l'arrêt est doublement intéressant. D'abord, il laisse entendre que la Cour est sensible aux critiques qui sont plutôt de nature politique, mais qui sont dirigées à son encontre. Et deuxièmement, ce qui est intéressant, c'est le mode que la Cour a choisi pour réagir à ces critiques, qui a consisté justement à abaisser le seuil de protection exigé par la Convention. Ça, c'est une des voies que la Cour pourrait prendre si elle souhaitait réagir ou tenir compte de ces critiques qui lui sont adressées. L'autre voie qui serait possible, c'est que la Cour ne regarde d'une certaine manière moins la substance de l'affaire, mais se concentre sur la manière dont la décision nationale a été prise. Et si elle estime qu'au niveau interne, on a procédé à une pesée de tous les intérêts pertinents, que l'ensemble des droits en jeu, notamment les droits qui sont protégés par la Convention, ont été pris en compte, et qu'au terme d'un processus qui paraît équitable, on a pris une décision, on pourrait imaginer que la Cour, elle l'a fait dans certains cas, notamment une question de vol de nuit à l'aéroport londonien de Heathrow. On pourrait imaginer que la Cour finalement se retranche derrière une approche formaliste en disant, ben voilà, la décision a été prise de manière équitable, donc mon analyse s'arrête là, je ne vais pas encore ensuite faire une analyse de fond substantielle de la décision. Le principal risque, si la Cour devait décider de réorienter son approche en raison des critiques, ce serait que cette réorientation soit cohérente. Et un des risques majeurs, c'est qu'on ait une espèce de convention à double vitesse et que la Cour finalement cède devant les États puissants et continue de condamner les États qui, eux, le sont moins, donc qu'elle considère comme étant moins dangereux pour sa légitimité. Et donc je pense que le défi principal pour la Cour, si elle souhaite réorienter son approche, ce qui peut être souhaitable compte tenu du contexte politique actuel en Europe, c'est de se montrer cohérente dans son approche.